J'invite M. Michel Roll, qui nous a honorés par sa présence et qui va nous parler d'une petite, si c'est possible, une petite présentation de ce qui c'est l'économie. Tout à l'heure, on parlait de la faute d'orthographe, etc. Donc, pour que les gens sachent que je ne suis pas trompé en écrivant économie. Donc, et bien sûr, votre contribution sur comment penser l'économie dans la société informatisée. L'invitation, et j'ai grand plaisir, bien sûr, à nous retrouver avec Jawad et les autres amis de Montréal à cette occasion. Alors, quelques mots sur l'économie, donc ICO, NOMIE. On a remplacé le T accent aigu de l'économie par un I. Donc, c'est un mot qui, dans l'étymologie, se rattache au grec. Vous savez, eikon en grec, c'est l'icône, c'est l'image. Nomos, là, c'est l'organisation, on peut dire ça comme ça. Et donc, ça désigne une économie qui s'organise autour de l'image qu'elle se donne d'elle-même. Et bien sûr, cette image, elle se trouve dans l'Internet, elle se trouve dans les serveurs web, elle se trouve dans la documentation à laquelle l'informatique donne accès. Une doublure imaginaire, une doublure imaginative sur l'Internet grâce à l'informatique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises? Quand on se promène dans un immeuble d'entreprise, on voit des gens qui sont devant leur ordinateur, ou bien ils sont en réunion, si vous voulez, c'est l'un ou l'autre. Bon. Donc le temps de travail des personnes se passe pour moitié, une proportion devant l'ordinateur qui définit leur espace mental de travail. Et puis notre partie en réunion, ils ont des échanges entre personnes. Et donc là, on a une économie qui est très profondément transformée dans toutes ses dimensions. Alors pour prendre la mesure de cette transformation, je crois qu'il faut revenir un peu à ce qui s'est passé à la charnière du XVIIIe siècle et du XIXe siècle avec la mécanisation. La mécanisation arrive, on commence à avoir des machines pour la filature de tissage, puis un peu plus tard pour la sidérurgie, lorsque les chemins de fer ont commencé à développer, il a fallu avoir beaucoup d'acier. Ça a complètement transformé le fonctionnement de la société. Qu'est-ce qu'on avait avant la mécanisation? Eh bien, on avait des royaumes qui étaient essentiellement chacun un pays guerrier et un pays agricole. La société fonctionnait comme ça. La richesse, c'était le territoire, au sens du territoire agricole. On se faisait la guerre pour conquérir des territoires et avoir davantage de richesse. C'était comme ça que ça se passait. Arrive la mécanisation. Alors, ça a complètement changé la société, puisque avec la mécanisation arrive l'usine. Auparavant, il y avait quelques installations avec des moulins à eau. Enfin, c'était très peu de choses. L'usine dans laquelle on regroupe les machines et on fait venir les ouvriers pour travailler, on regroupe les machines dans des usines parce qu'elles sont fragiles. Elles sont fragiles, elles demandent beaucoup d'entretien, beaucoup de maintenance, puis en plus, il faut savoir s'en servir, il faut savoir les réguler, etc. Donc, on met des usines, on met des machines dans des usines, on fait venir les ouvriers dans les usines, on les forme pour qu'ils sachent les faire travailler, faire utiliser les machines, et développe l'économie mécanique. Chambardement complet de la société, création de la classe ouvrière qui jusqu'auparavant n'existait pas. Il y avait des artisans, mais il y avait des corporations, il y avait des maîtres et des compagnons, il n'y avait pas véritablement d'ouvriers. Création de la classe ouvrière, création bien sûr de la classe capitaliste bourgeoise, révolution politique avec perte de pouvoir de l'aristocratie et émergence de sociétés d'un type tout à fait nouveau. Industrialisation de la production des armements, d'où des armes beaucoup plus puissantes et beaucoup plus meurtrières que les arbalètes et les fusils rudimentaires que l'on avait avant, etc. Un changement complet des structures de la société. Et un changement aussi de la position relative des nations. Parce que avant la mécanisation, les nations étaient toutes au même niveau. Tout un royaume de l'agriculture et un royaume guerrier toujours. Avec plus ou moins d'ailleurs des disputes entre féodaux, et puis de l'agriculture, et tout le monde était au même niveau. Et le pays le plus riche, c'était la Chine.
le pays le plus développé et le plus riche était la Chine. Pourquoi? Parce que, outre que c'était un empire agricole, etc., c'était un empire extrêmement bien administré. Hein. Donc, avec un ordre à l'intérieur, pas de conflit, pas de guerre, une administration qui fonctionnait très bien, c'était le pays de loin le plus riche. Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle? La Chine refuse de s'industrialiser parce qu'ils étaient certains d'avoir atteint le niveau de civilisation le meilleur. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Les Anglais ont offert des machines à l'empereur n'en a pas voulu. Il leur a dit, mais gardez vos machines, nous avons la meilleure administration du monde. Et résultat, la Chine, vous avez vu à quel point elle a souffert au moment de la guerre de l'opium. Les Anglais bombardaient les forts chinois depuis leurs bateaux. Hein. Les Chinois répondaient avec leurs canons depuis leurs forts, mais les obus chinois tombaient dans l'eau avant d'atteindre les bateaux. Et l'inspecteur que l'empereur a envoyé pour comprendre ce qui se passait est venu lui faire son rapport et lui a dit « Nos mandarins ne connaissent pas la portée des canons ». Et ça, c'est une phrase qu'on peut appliquer dans bien d'autres contextes. Hein. En France, je m'en sers beaucoup avec les énarques, qu'on appelle les mandarins, vous savez, les anciens élèves des marins. Ils ne connaissent pas la portée des canons. Et je pense que c'est assez. Donc, on a eu, avec la mécanisation, un changement profond, on peut dire, de la relation entre la société humaine, les êtres humains, et le monde de la nature, où les êtres humains tirent leurs ressources pour fabriquer leurs produits. On peut dire que, pour simplifier les choses, à partir du moment où votre rapport avec la nature est changé, c'est-à-dire que les ressources et les obstacles que la nature vous présente ne sont plus les mêmes qu'avant, on peut dire que la nature a changé. La nature a changé. Voilà. Eh bien, avec l'informatisation, nous avons une transformation de ce type. La nature à laquelle nous sommes confrontés, les ressources et les possibilités qui nous sont présentées ne sont plus les mêmes qu'avant. Et il en résulte une transformation du système productif des entreprises et de la société dans son ensemble, aussi profonde, aussi porteuse d'ailleurs de bouleversements, de conflits et de difficultés que ne l'a été en son temps la mécanisation. Alors c'est intéressant de prendre un point de vue sur l'entreprise. Quand je dis entreprise, je pense aux entreprises au sens exact du mot, mais aussi aux institutions qui produisent des services. Le système éducatif, on peut dire, c'est une entreprise au sens large, produit des gens formés. Le système de santé aussi, le système juridique aussi. Et donc, je prends le mot entreprise à un sens très large, qui est celui d'institution. Les entreprises sont des institutions au sens le plus général. Ces entreprises, donc, au sens général, sont confrontées avec l'informatisation à une société une nature qui n'est plus la même que celle qui existait en gros jusqu'en dans les années 70. C'est en gros dans les années 70 que l'informatisation commence. Il y avait de l'informatique avant, mais les entreprises s'en servaient pas. Donc c'est là que commence, vous savez, la notion de système d'information date de 1971, c'est précisément daté. L'Internet est arrivé dans les entreprises au début des années 1990. La bureautique est arrivée dans les années 80. Vous voyez, tout ça, ça s'est passé. Le début, vraiment, c'est les années 70. À partir des années 70, qui d'ailleurs sont en même temps la date avec la période de la crise pétrolière, donc un changement profond des conditions de l'économie, la nature change. Elle change comment? Eh bien, il y a un premier phénomène qui est très frappant, c'est le fait que la ressource documentaire que nous offre l'informatique, ce qu'on trouve sur le web, et puis dans les entreprises, d'ailleurs aussi, les documents de l'importage, la messagerie, etc. Cette ressource documentaire, elle est douée d'ubiquité, elle est accessible partout dans le monde, elle est présente partout, au même point. On peut dire d'ailleurs qu'il y a une dialectique là, intéressante avec le territoire. Le territoire, c'est la géographie par définition, les surfaces, c'est le point du territoire. L'informatique nous offre par contre une ressource qui est ubiquitaire, qui est disponible partout, comme si le monde était en un seul point. Si vous voulez. On a accès à tout.
quand on consulte sur le web, quand on consulte un site, on ne se soucie pas de savoir si le serveur est dans la pièce à côté ou s'il est en Australie. Il n'y a pas de différence sensible dans l'accès à la ressource documentaire. Donc déjà, cette caractéristique, l'ubiquité de la ressource. Cette ubiquité, d'ailleurs, elle est non seulement documentaire, mais elle s'étale jusqu'aux biens matériels eux-mêmes. Le transport par container ne pourrait pas se développer comme il l'a fait s'il n'y avait pas eu une gestion informatique des containers, des chargements, de l'indicateurs, l'automatisation des flux et de la manipulation des containers. Tout ça est très fortement informatisé. Et vous le savez bien sûr, cette automatisation du transport a diminué le coût du transport pour les biens non agricoles, qui ne pèsent pas trop lourd. Bien sûr, les bordures de trottoirs en ciment, ça c'est une autre histoire. Mais pour tout ce qui n'est pas trop lourd, le coût du transport a été pratiquement supprimé. Il a été divisé par 50, mais une division par 50, c'est presque une suppression. Donc, les délais même du transport ont été très fortement raccourcis. Ce qui fait que finalement, cette ubiquité, elle existe non seulement dans l'espace documentaire que nous offre l'informatique, mais aussi en ce qui concerne les biens. Et vous voyez que ça change très profondément les conditions du travail et du commerce. Une autre des conséquences, c'est qu'à l'intérieur des entreprises, on le voit déjà maintenant, la tendance, c'est d'automatiser toutes les tâches répétitives. Toutes les tâches répétitives. Si vous avez vu le film de Charlot, La Béton moderne, vous voyez, Charlot, à un moment donné, il a des pinces et puis il sert des blonds. Comme ça, toute la journée, il sert 2 blonds, comme ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est l'automate qui va le faire. D'où d'ailleurs une transformation très profonde de l'emploi. Mais revenons encore sur cette automatisation des tâches répétitives. Ce n'est pas seulement des tâches répétitives physiques, comme celle de Charlot avec ses boulons, c'est aussi des tâches répétitives mentales. Les 12 avocats qui devaient faire un énorme travail de recherche dans la jurisprudence pour préparer leur plaidoyer avant, maintenant, la recherche dans la jurisprudence, elle est faite par des moteurs de recherche spécialisés, qui utilisent les mêmes procédés que Google, mais pour la jurisprudence. Et du coup, une bonne partie du travail des avocats, qui était ce qu'ils appelaient la recherche, eh bien, c'est supprimé, quoi. C'est l'automate qui le fait. Et d'ailleurs, dans les entreprises aussi, dans la gestion dans la préparation des innovations, dans la gestion la préparation des prototypes, en fait, quand on prépare un modèle de voiture ou qu'on prépare un modèle d'avion, l'informatique aide énormément. Moi, j'étais allé voir chez Airbus, la production de la 380, le gros moteur. Tout est modélisé par l'informatique, y compris le parcours des câbles qui doit passer dans le fuselage pour assurer les commandes, etc. Tout est modélisé à l'avance, de sorte que, après ça, le travail de mise, de réalisation, je ne dirais pas qu'il est supprimé, non, il n'est pas supprimé, mais enfin, il est fortement allongé. Donc, automatisation des tâches répétitives. Alors qu'est-ce qui va se passer? Changement de la structure de l'emploi. Dans l'économie mécanisée, comment le travail a été organisé? Dans une entreprise, il y avait une petite équipe d'ingénieurs et de dirigeants qui décidaient ce que l'entreprise devait faire, comment elle devait le faire, et puis les consignes étaient données à la main-d'œuvre, c'est-à-dire les gens qui étaient là pour exécuter les tâches qu'on leur avait demandé de faire et qui étaient les auxiliaires de la machine. Voilà. Et à la main-d'œuvre, on ne lui demandait pas de réfléchir, on lui demandait d'obéir, de faire exactement ce qu'on lui avait dit de faire. Bon, donc le cerveau des ouvriers était une ressource que l'entreprise n'utilisait pas. Simplement, il fallait que l'ouvrier exécutant soit discipliné et fasse ce que lui avaient dit de faire les ingénieurs, les contremaîtres et les dirigeants. Là maintenant, lorsque les tâches répétitives sont automatisées, on n'a plus besoin de main-d'œuvre. Je simplifie.
évidemment, mais il faut simplifier, il faut schématiser pour voir les tendances fortes. Il y aura toujours, bien sûr, des dates d'exécution où la main-d'œuvre est nécessaire. Mais dans la structure de l'emploi massif de main-d'œuvre, qui est par dizaines de milliers de personnes, qui était le cas des grandes entreprises industrielles, ça, c'est terminé, il en reste un peu. Vous allez dans une usine aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Des robots qui sont venus, qui font le boulot, alors ils soudent des carcasses de voitures, ils peignent des carcasses de voitures, etc. Ça, on le voit. On voit aussi, il y a quelque part en haut de l'usine, dans une campus vitrée, un monsieur qui a des grands ordinateurs et tout, et qui délégue le fonctionnement des robots, qui surveille que tout marche bien. Puis vous avez quelques équipes de maintenance qui circulent dans l'usine et qui passent de robot à l'autre pour s'assurer que tout va bien, les lubrifiants sont en place, voilà. Mais vous n'avez plus cette foule d'ouvriers qu'il y avait dans l'usine et qui travaillaient comme main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, elle est pratiquement supprimée. Qu'est-ce qu'on a à la place? Eh bien, on a des gens à qui on demande de travailler avec leur cerveau. On a du cerveau d'œuvre. On a des gens qui font la conception des produits. Alors, ils conçoivent des nouveaux produits, ils conçoivent l'iPhone, ils conçoivent un nouveau type d'avion, ils conçoivent un nouveau type de voiture, etc. Ils font un travail de conception, mais ils ne font pas que concevoir le produit, ils font aussi qu'ils conçoivent les automates qui vont participer à la production du produit. Donc, puisqu'il y a des robots, il faut les programmer. Donc, il faut qu'ils conçoivent les robots, il faut qu'ils conçoivent les automatismes, il faut qu'ils conçoivent les programmes. Il faut aussi qu'ils conçoivent, bien sûr, le commerce qui va permettre d'évoluer les produits, et il faut qu'ils conçoivent les services que le produit va comporter. Parce que de plus en plus, les produits ne deviennent pas simplement des biens matériels, mais ils deviennent des assemblages de biens et de services. Par exemple, la voiture, on pense que c'est un bien, elle a un volume dans l'espace, elle a un poids, elle a une masse, c'est un bien physique évidemment. Mais si vous n'avez pas les services qui vont avec, si vous n'avez pas la garantie qui est celle-là, si vous n'avez pas l'entretien mécanique, si vous n'avez pas les fameuses stations-service pour mettre de l'essence dans le réservoir, votre voiture ne peut pas marcher. Voilà. La voiture est bien matériel, est indissociable, il y a un réseau de services, y compris bien sûr l'assurance, y compris le financement du prêt quand vous achetez votre voiture, y compris le contrat de leasing éventuellement, etc. Et tous ces services qui vont avec. Et si vous regardez les produits de l'industrie actuelle, ce sont tous des assemblages de biens et services. Vous voyez, derrière l'iPhone, sur les services élémentaires, je peux téléphoner, mais il y a toutes les applications qui vont avec, tous les services qui vont avec, qui l'enrichissent et continuent de s'éteindre. Et si vous réfléchissez à tous les produits de l'économie contemporaine informatisée, ils sont tous très structurels. Alors, le cerveau d'œuvre va donc se découpler en deux catégories. Une catégorie qui est les concepteurs, ceux qui conçoivent les produits, et l'ingénierie de production qui va avec. Et puis, vous avez une autre catégorie qui va être les gens qui s'occupent de rendre face aux clients les services que le produit comporte. Et dans ces deux activités, l'intelligence est évidemment sollicitée. L'intelligence de la conception, c'est essentiellement une intelligence numérique, proche de la physique, proche de la mécanique, des compétences en mécanique et en informatique, puisque le produit lui-même est fortement automatisé. Regardez les automobiles de plus en plus informatisées, c'est très représentatif aussi. Donc il faut que vous ayez ces compétences-là. Il faut que aussi, dans la conception, vous ayez des connaissances en marketing, puisque le produit que vous êtes en train de concevoir et dont la mise au point va demander quelques années, dans l'automobile c'est typiquement 5 ans, il faut qu'au moment où il arrive dans le marché, il réponde aux besoins des clients du jour. Donc il faut que vous soyez capable de comprendre la dynamique des besoins du client de manière à le concevoir aujourd'hui un produit qui va le satisfaire dans 5 ans. Donc il faut que vous ayez une approche des besoins qui soient extrêmement fines, extrêmement intelligentes, et ça fait partie aussi de la conception. Donc
vous avez non seulement une ingénierie technique et une ingénierie informatique, vous avez une ingénierie commerciale, marketing, au sens noble du mot. C'est-à-dire que ce n'est pas le marketing pied dans la porte, publicité indiscrète, etc. C'est le marketing intelligent, compréhension des besoins du client et anticipation de ce que seront ses besoins. Anticipation aussi de ce que vont faire les concurrents. Parce que si vous présentez un produit qui est inférieur à celui de la concurrence au moment où il arrive sur le marché, vous êtes foutu. Donc, il faut que vous ayez une analyse stratégique qui vous permette de vous positionner correctement dans le futur. Un exemple très intéressant, c'est la conception de cet engin iPhone. La manière dont Steve Jobs s'y est pris pour concevoir cette chose étonnante, qui à l'époque était une... Maintenant, ça a été copié par beaucoup de gens, mais à l'époque, c'était une innovation formidable. Alors, un des problèmes que présente cette économie-là, c'est qu'une énorme partie du coût de production se trouve dans l'investissement initial, celui que nécessite la conception. Par exemple, la conception de l'A380 dont je vous parlais tout à l'heure a coûté 8 milliards d'euros. Bon, il faut arriver à vendre cet oiseau suffisamment cher pour équilibrer le coût de conception. Les services eux-mêmes, évidemment les services ils sont produits au fur et à mesure, mais en fait, quand on conçoit les services que le produit va comporter, on dimensionne le nombre des personnes qui vont trouver là-dedans, on dimensionne dès le début. Donc c'est un coût de dimensionnement qui là aussi est un coût que l'on dépense avant d'avoir commencé à vendre le produit. Le résultat donc, c'est que dans cette économie-là, l'essentiel du coût de production est soit dépensé, soit engagé avant même qu'on ait vendu le premier exemplaire du produit. Donc, ça a des tas de conséquences. Une des conséquences, c'est que, représentez-vous un peu la fonction de coût. Vous avez à l'instant zéro un coût énorme, et par la suite, vous avez un coût marginal de production, comme on dit en économie, c'est-à-dire le coût d'une unité du produit supplémentaire, qui est pas nul. En gros, vous avez une fonction de coût qui est ouverte à un concurrent. Si vous avez là. Résultat de ça, vous avez un coût moyen qui diminue. Plus vous produisez, plus votre coût moyen de production est faible, puisque vous n'avez en fait dépensé que la somme initiale. Il y a des rendements d'échelle décroissants, et c'est ça qui permet de démontrer l'optimalité du régime de concurrence parfaite. Je ne vous fais pas le développement de la démonstration, seulement un peu de tableau noir et de traits, mais le résultat important qu'il faut retenir, c'est que le régime de concurrence parfaite n'est optimal, ne peut s'instaurer sur un marché qu'à partir du moment où on a des rendements d'échelle décroissants. Et un ensemble d'échelle croissant. Donc, ils peuvent plus s'équilibrer. C'est ce que j'ai formé à l'économie de la mécanisation, et c'est l'enseignement de la théorie économique, c'est celle-là qu'on enseigne. Eh bien, ils ont en tête un principe qui ne correspond pas à l'économie informatisée. Et ça a des tas de conséquences politiques et pratiques. Toutes les consignes que Bruxelles, la communauté européenne, inflige à l'Europe, c'est toujours il faut de la concurrence, comme si la concurrence était la recette, la concurrence parfaite était la recette infaillible de l'efficacité. Le fait que c'est plus vrai. Donc nous avons en France une double pression, celle de Bruxelles d'un côté et celle de Bercy, ministre de l'économie et des finances de l'autre, qui tous les deux restent fidèles à l'ancienne économie de cette société. Un gros intellectuel. Donc le régime va pouvoir s'instaurer sur ces marchés où les rendements d'échelle sont croissants. Eh bien, il y a deux régimes possibles. C'est soit le monopole naturel, c'est-à-dire qu'il y a une seule entreprise qui s'impose sur le marché du produit, parce que comme elle est la plus grosse, eh bien son coût de production est le plus bas, puisque le coût de production c'est le coût initial divisé par quantité, donc la plus grosse a le coût le plus bas, et donc elle est en mesure d'interdire l'entrée des concurrents.
Situation terrible, hein, parce que c'est bien que les monopoles peuvent être tentés d'amener de leur. Une autre solution, c'est que si le produit en question se prête à une différenciation qualitative, et en fait, presque tous les produits se prêtent à une différenciation qualitative. Vous voyez, je vois à une chemise avec du bleu et du blanc. Moi, j'ai une chemise avec du bleu, du violet, du blanc et du violet. Vous voyez, on a des chemises qui sont qualitativement différentes. Elles ne sont pas plus compliquées l'une que l'autre, elles coûtent à peu près la même chose à produire, c'est pas la question, mais elles sont différentes. Donc, le produit chemise peut se diversifier en variétés qui correspondent à des goûts différents. Voilà. Jawad a préféré cette jolie chemise, il a préféré ça. L'origine dans laquelle les produits sont différenciables, on peut diversifier le produit de telle sorte qu'ils correspondent à des segments de besoins différents. Donc on a une conception du marché très attentive à la diversification des besoins et on va répondre à des segments de besoins, on va définir des variétés répondant à des segments de besoins. Ça, le régime d'équilibre de cette économie-là, c'est l'origine de la concurrence multiple. Pourquoi? Parce que, entre variétés différentes, les entreprises qui produisent des variétés différentes sont concurrentes devant les clients qui sont indifférents de variétés. Vous voyez, il y a des gens qui, au fond, ça leur est égal, comme je dis bleu, je dis vert, et ils regarderont le prix. Et selon alors là, on est en concurrence par le prix à la frontière pour les clients qui sont indifférents entre les deux variétés. Par contre, pour les clients qui sont décidés, par rapport à cela, on est en position de monopole. Donc on est en monopole à l'intérieur du segment, on est en concurrence à la frontière du segment. Alors quelle va être la stratégie des entreprises dans ce contexte? Ça va être de conquérir des segments qui disent de conquérir des segments. Pourquoi? Parce que les concurrents sont pas manchots. Vous voyez, Apple a un monopole sur le marché de téléphone avec cet écran commode et puis cet écran tactile commode, etc. Ils étaient les seuls à le faire. Donc, Kokai, ils ont gagné énormément d'argent à ce moment-là. Et puis, ils sont arrivés à Samsung, Nokia, Huawei, etc. Et qui ont visé des segments différents, parce que vous pouvez préférer le système d'exploitation d'Apple ou vous pouvez préférer le système d'exploitation de Samsung. Vous avez des temporaire, il faut qu'il soit assez long pour vous permettre d'équilibrer le coût fixe que vous avez dépensé dans la question. Il faut qu'il ne soit pas trop long, parce qu'un monopole qui dure trop longtemps, ça nous endort. Et donc, là, il y a un rôle très important pour le régulateur, régler la durée temporelle, faire en sorte que les monopoles temporels soient assez longs pour récompenser l'innovation, mais aussi qu'ils ne soient pas trop longs pour que les monopoles sont pas tentés de sortir sur leur laurier et de devenir finalement inefficaces. Et si on règle bien cette durée du monopole temporaire, on enclenche dans la société, dans l'économie, un moteur d'innovation qui va propulser l'économie. Alors, une petite parenthèse à propos de ça que nous avons préparé. C'est une chose naturelle, on est une règle. Ensuite, on l'a plus ou moins formé, on l'a plus ou moins développé, mais c'est une ressource naturelle, ça nous vient de naissance, on a comme ça. Et une ressource naturelle qui est inépuisable, en un sens précis. Je veux dire, c'est pas parce que je ne veux pas dire qu'on ne peut pas être épuisé ou fatigué par l'utilisation du cerveau. Et évidemment, c'est une génération, un certain nombre de bébés qui ont un cerveau tout à fait. Voilà. C'est pas comme le pétrole. Le pétrole, une fois qu'on le sert, il n'y a plus. Et un jour, il n'y en aura plus. C'est inévitable. Il y a une quantité précise. Et ce sera fini. Non. Le cerveau, c'est une naturelle inépuisable, qui sera toujours renouvelé, toujours présente, etc. Donc là, on a vu point de vue écologique, on a quelque chose de puissant. Moi, je dis à mes amis écologistes qui disent oh, mais il nous faut la décroissance parce que la croissance est corrélée au pétrole et qu'avec le pétrole, on a le changement climatique, etc.
Je leur dis oui, mais si vous regardez l'économie informatisée, l'innovation est essentiellement qualitative. Hein, on va produire des produits qui sont différents qualitativement. Il n'y a pas de limite au besoin en termes de qualité. Il y a des limites en termes de quantité. On ne peut pas manger plus un certain poids de pommes de terre par an. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de limite au besoin en termes de qualité. Et la croissance est dans le secteur par les utilisateurs qui est une ressource naturelle inépuisable. Donc, du point de vue écologique, on est dans un monde tout à fait différent. On a noté 40 minutes, donc je suis à 30, je continue un tout petit peu pour explorer quelques autres questions. Le champ d'entreprise en rapport avec la nature et les conséquences de l'informatisation. Quand je prends mon billet de train à la SNCF à la gare, j'ai affaire à un agent qui est fort sympathique et pas bête du tout, hein, mais qui est contraint par le système d'information qui l'oblige à faire des bêtises dans la relation avec moi qui suis client. Et est-ce que ça peut être qu'une économie informatisée pleinement efficace? Ça n'est pas l'économie actuelle, puisqu'on voit des bêtises qui se font dans les entreprises. Donc nous avons imaginé ce que pourrait être une économie informatisée pleinement efficace. Ça n'est pas l'économie informatisée actuelle, c'est une représentation de ce que pourrait être une économie informatisée pleinement efficace, dans laquelle on tient compte du fait que le marché s'équilibre selon le régime de la concurrence monopolistique, on tient compte du fait que l'emploi est passé au cerveau d'œuvre et donc il faut tenir compte de ce que les gens travaillent avec leur cerveau, etc. Et donc, cette économie informatisée efficace, par hypothèse efficace, nous l'avons appelée économie. Et en tirant les conséquences de cette recherche de l'efficacité d'une économie informatisée, nous avons pu mettre en évidence les conditions nécessaires de l'efficacité, ce qui nous permet de porter un diagnostic sur l'économie actuelle. Hein. Quand je suis confronté à une entreprise qui est informatisée, elles le sont toutes, je peux porter un diagnostic sur son efficacité en partant du modèle de l'économie et en mesurant en quelque sorte son écart avec l'économie. Comment organiser une entreprise où on fait travailler du cerveau d'œuvre? Avec la main-d'œuvre, c'était en somme facile, toute l'intelligence était en encadrement, il suffisait de donner aux ouvriers des consignes, ils exécutaient. Bon, si les consignes étaient bonnes, comme chez Ford par exemple, par la production à la chaîne, ils pouvaient faire travailler des ouvriers qui n'avaient aucune compétence. Qui ne savaient rien faire du tout, simplement on leur indiquait le geste à faire, ils le faisaient, et ça marchait bien. Les ouvriers gagnaient à peu près leur vie, ils gagnaient leur vie, et Ford était content, ils sortaient des choses. Ça ne peut plus marcher comme ça. On demande aux concepteurs, on leur demande de concevoir, c'est-à-dire de travailler avec leur tête. Les gens qui sont dans les services, on leur demande de comprendre ce que dit le client. Le client, il ne parle pas dans le langage de l'entreprise, il parle dans son langage à lui. Donc, de comprendre ce que dit le client, de savoir le répondre, de comprendre à qui on a affaire. On leur demande aussi de répondre à des situations imprévisibles, mais qui se produisent. Il y a des incidents, il y a des choses bizarres qui se passent. Voilà. Donc, d'être capable de discernement, d'être capable de comprendre ce que disent les gens, de leur répondre intelligemment. Vous savez, quand on va dans un magasin, si on a affaire à un vendeur aimable et compétent, il y en a. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Quand on tombe sur un vendeur aimable et compétent, on est ravi. Parce que le type comprend tout de suite de quoi on a besoin. Il est capable de nous orienter vers le produit qui nous convient. Il est capable de nous expliquer comment il fonctionne. Il est capable de nous montrer comment on va s'en servir, parce que ces produits, c'est toujours des boutons, des trucs, des machins. Voilà. Et il est capable de dire, voilà, avec ce produit, vous serez ce genre de personne, c'est ou bien dans un grand hôtel, le concierge, le type qui est capable de comprendre à qui il a affaire et de répondre aux besoins quand il est bien formé. C'est des gens extraordinaires. C'est ça dont on a besoin dans les services. Alors, ces gens-là, on ne peut plus refuser, leur refuser de prendre la parole, on ne peut plus refuser de les écouter quand on concevait un produit, rencontrer une difficulté
physique majeur, il faut que l'entreprise puisse entendre ce que vous dites. Quand vous êtes à la première ligne face au client et qu'il y a une panne chez le client ou un problème, il faut que l'entreprise soit capable de comprendre le compte rendu que vous faites de l'incident. Donc, alors que dans l'organisation hiérarchique, le droit à la parole, et je dis aussi le droit à l'erreur, était concentré au sommet de la hiérarchie et délégué médiocrement au niveau immédiatement supérieur, au niveau des directeurs. Dans l'entreprise informatisée efficace, il faut que le droit de parole et le droit à l'erreur soient délégués en même temps qu'on délègue les responsabilités à la personne. En quelque sorte, il faut déléguer une légitimité qui soit compatible avec la responsabilité dont on charge la personne. Et un des gros problèmes actuellement, pourquoi il y a tellement de stress, de burn-out, etc. dans les entreprises, c'est parce que les entreprises délèguent les responsabilités aux gens, mais qu'elles se refusent à leur déléguer la légitimité qui correspond à leur responsabilité. Et être responsable sans être légitime, c'est la recette de l'enfer. Donc on a actuellement un problème psychosociologique profond dans les entreprises qui résulte de cette différence. Autre chose, une autre dimension, et après je vais terminer. L'entreprise industrialisée, informatisée, moderne, elle accumule énormément de travail pour concevoir ses produits. Le coût fixe, les 8 milliards, le coût de la croissance, etc. Un énorme investissement. Bon. Les gens qui travaillent avec leur cerveau, le cerveau d'œuvre, ils accumulent aussi eux-mêmes énormément de savoir pour former leurs compétences. En fait, quelqu'un qui travaille avec son cerveau, c'est quelqu'un qui s'est formé avant, il a acquis une compétence. L'essentiel, il a beaucoup travaillé pour acquérir cette compétence. Et une fois que vous êtes compétent, votre travail ne prend pratiquement pas de durée. Un médecin qui a fait 10 années d'études, vous allez le consulter en 5 minutes, il vous pose un diagnostic, il sait ce que vous avez, qui sont un quart d'heure, parce qu'il fait quelques mesures sur vous, mesure votre tension, etc. Mais son diagnostic est très rapide. Donc une personne compétente, je dirais que son temps de travail est nul. Sa compétence s'exerce sans délai. Par contre, elle doit travailler énormément pour créer sa compétence, bien sûr, et ensuite l'entretenir, se tenir un jour, etc. Donc on a une deuxième forme du capital, on a un gros capital qui est accumulé dans la conception des produits, l'automatisation, etc. Et on a une deuxième forme de capital, qui est le capital personnel, que chacun transporte dans sa tête, et qui est la compétence. Et l'entreprise doit faire en sorte d'organiser, de mettre en réseau ses compétences, de sorte qu'elles dégagent, les compétences individuelles dégagent une synergie. Vous voyez que c'est une situation qui est aussi assez nouvelle. Le gros problème pour les entreprises, c'est que les personnes compétentes, elles peuvent partir sur leurs deux jambes avec leurs compétences. Donc vous avez, dans la gestion du capital de l'entreprise, sachant qu'il est composé par moitié des équipements, des logiciels, etc., qui ont été conçus, et par moitié de la compétence et de l'organisation des compétences, et que les compétences individuelles peuvent partir, vous avez là aussi une gestion d'entreprise qui doit être terriblement attentive aux compétences individuelles. Vous avez une gestion patrimoniale qui s'impose, parce que le capital c'est un patrimoine, que ce soit le capital d'une personne ou le capital d'une entreprise, vous avez une gestion patrimoniale qui s'impose. Donc vous voyez que le changement de la nature, il a apporté, le changement de rapport avec la nature, induit par l'informatisation, il a apporté une économie fortement patrimoniale dans laquelle le capital, le travail accumulé finalement, est devenu beaucoup, le travail accumulé soit dans la conception, soit dans les compétences, est devenu beaucoup plus important que le flux du travail lui-même. Le travail est essentiellement une forme accumulative, ce qui fait qu'on peut dire, pour schématiser les choses, que le capital au sens de travail accumulé est devenu le
facteur de production essentiel. Ensuite, vous avez du point de vue du management et de la gestion, vous avez ce problème du passage au cerveau d'œuvre et de la délégation de légitimité que ça impose. Et ensuite, du point de vue de l'ingénierie, eh bien, vous avez le fait que tout produit, y compris mécanique, bien sûr, doit être en même temps informatisé. Et donc, vous avez un entrelacement de l'ingénierie physique et de l'ingénierie informatique. L'ingénierie informatique est elle-même un métier logique avec les logiciels et physique avec les processeurs, les mémoires et les réseaux. Vous avez cet entrelacement dans l'ingénierie qui transforme très profondément les conditions de fonctionnement des entreprises aujourd'hui. Et quand je dis entreprise, c'est les institutions au sens large, le système éducatif ici, système de santé, système judiciaire, etc. Tous les grands systèmes de la nation sont concernés, y compris bien sûr le système productif dans son ensemble. Voilà les évolutions qui sont en cours, qui s'imposent d'ailleurs physiquement. C'est une réalité physique qui s'impose et par rapport auxquelles nos institutions à l'heure actuelle sont encore mal à l'aise. En fait, la mécanisation, ça a été très lent aussi. Ça commence à la fin du XVIIIe siècle. La mécanisation, on peut dire, elle est arrivée à maturité à la fin du XIXe siècle, avec le moteur à l'explosion et le moteur électrique et l'éclairage électrique aussi. Elle est arrivée à maturité à ce moment-là. Et on peut dire que tout le début du XXe siècle a été l'exploitation du potentiel que comportait cette mécanisation, enfin arrivée à maturité. Eh bien, aujourd'hui, notre informatisation, elle n'est pas arrivée à maturité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit très clair sur ce que sont les conditions nécessaires de l'efficacité dans une économie informatisée, c'est-à-dire une économie. Voilà, merci. Vous m'avez écouté, c'est patiemment. Merci beaucoup, mon cher Michel Paul. Je ne vais pas prétendre résumer une intervention aussi riche, aussi incompressible. Un fichier rare, oral, très rare aussi, mais c'est un voyage dans l'espace et dans le temps qui a permis on va dire, qui est passé de la révolution industrielle jusqu'à l'industrie, on va dire 4.0, en passant par la mise en évidence de la nécessité de l'ingénierie proactive, sur le fait que le produit est devenu le produit plus l'intelligence, plus le service, avec aussi un clin d'œil à la personnalisation de la masse. Et à cette explication des personnalisations de la masse et on va dire, le monopole qui est complètement contradictoire avec toutes les bases de l'économie qu'on a apprises. Et d'où l'explication par le monopole temporel. Ce joli terme de ressources naturelles inépuisables du cerveau humain, de l'intelligence humaine. Pardon. Très bien. Ce joli terme de ressources naturelles inépuisables, et tout ça pour expliquer le principe de l'économie informatisée efficiente.